Salam les avéroïstes et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on entame une mini-série de vidéos consacrée à un sujet très léger et qui fait très rarement polémique, j'ai nommé l'esclavage. Sauf que bien sûr on ne va pas s'intéresser à la traite occidentale qui a surtout eu lieu à l'époque moderne, notamment au XVIIe-XVIIIe siècle, et qui est un phénomène largement connu, mais à l'esclavage du côté du monde islamique. Et il faut bien l'avouer que cette histoire de l'esclavage du côté oriental, eh bien, elle est assez peu connue. Alors bien évidemment, il y a quand même pas mal de livres qui en parlent, en anglais comme en français, d'ailleurs je vous ai mis toutes les références dans la description, mais le problème, c'est que ces recherches sont finalement très peu médiatisées. Autrement dit, pour avoir accès à ces connaissances, il faut aller les chercher dans des ouvrages particuliers, et les médias abordent très rarement le sujet, alors qu'il est pourtant essentiel d'en parler, et d'en parler de manière sérieuse. Alors c'est vrai quand même qu'on peut citer dernièrement le documentaire publié par la chaîne Arte, dont sans doute vous connaissez déjà l'existence, mais finalement il n'y a pas 36 000 documentaires sur le sujet, et les vidéos qu'on peut croiser sur internet sont rarement complètes. Donc, pour commencer cette vidéo, on va rappeler une chose évidente, l'esclavage a été pratiqué par pratiquement toutes les civilisations, et ceci depuis des milliers d'années. On peut citer par exemple les Égyptiens, les Gréco-Romains, l'Asie orientale et notamment la Chine, les civilisations amérindiennes, l'Afrique, l'Occident médiéval et surtout moderne, et enfin le Moyen-Orient et le monde islamique. Concernant justement les mondes occidentaux et islamiques, ce qui va changer, c'est que l'esclavage va être une véritable institution avec des effectifs très importants occupant une place essentielle dans l'économie. Et alors, compte tenu de cette nouvelle ampleur, on a utilisé le terme de traite négrière. Et ce qui est original du côté du monde islamique par rapport à l'Occident, c'est que cette utilisation assez massive de l'esclavage ne concerne pas uniquement une période tardive, par exemple les 17e-18e siècles, mais s'est étendue du 7e jusqu'au 20e siècle. Cette différence par rapport à l'esclavage occidental s'accompagne d'une autre différence, le manque de sources. Cette quasi-absence de témoignages détaillés et fiables sur le sujet ne permet pas à l'historien de l'étudier en profondeur, et ceci surtout pour la période médiévale et une grande partie de l'époque moderne, au moins jusqu'au XVIIe siècle. Cependant, on a quand même quelques témoignages importants, à commencer par la découverte en 1896 de plusieurs milliers de documents dans la Guéniza, la partie d'une synagogue située dans le Vieux-Caire en Égypte. Parmi ces textes, des centaines contiendraient des informations sur l'esclavage. Mais on a aussi d'autres sources d'informations, comme les récits des voyageurs, à l'image d'un voyageur très célèbre, Ibn Battuta, des traités dédiés à l'esclavage, ou encore, et ça malheureusement on l'oublie assez souvent, des sources africaines rédigées en arabe, parfois des traductions d'ouvrages plus anciens, et qui datent surtout des 16e et 17e siècles. De cette seconde différence avec l'esclavage occidental, due au manque de sources, va découler une troisième différence, l'estimation des victimes que cette pratique a pu engendrer. Du côté occidental, concernant surtout une période d'à peu près 150 ans, les historiens estiment que l'esclavage aurait touché 11 millions de personnes, tandis que pour les traites orientales, certains chercheurs parlent de 12 millions, mais d'autres vont aller encore plus loin, comme par exemple Ralph Hostein, qui évalue ce chiffre à 17 millions, suivi en cela par l'historien Olivier Pétré-Grenouillot. Encore une fois, les estimations du côté du monde islamique ne sont pas hyper fiables, compte tenu de la longueur chronologique du phénomène et du manque de sources. Et donc il y a sans aucun doute une marge d'erreur, qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, je vous propose de clarifier rapidement le but de ces vidéos. Alors d'abord, comme je l'ai dit, l'histoire de l'esclavage comprendra deux vidéos principales, celle-ci et une autre consacrée à l'époque contemporaine. Et puis il y aura aussi au moins deux vidéos annexes supplémentaires que vous découvrirez dans les mois à venir. Aussi un point important, l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire un rééquilibrage, une sorte de guerre de jeu d'échelle entre les traites occidentales et les traites orientales. Alors je ne vais pas passer 3 plombes à faire une sorte de disclaimer, mais le but ce n'est pas de montrer qu'une traite aurait été meilleure ou pire que l'autre. Mon seul but c'est de connaître la vérité, ou en tout cas de la chercher pour ensuite vous la transmettre. Parce que malheureusement certaines personnes affirment que du côté du monde islamique, l'esclavage aurait été un esclavage doux, car concernant surtout des domestiques, des concubines, etc. Certains allant même jusqu'à dire que finalement l'esclavage oriental, c'était pas vraiment de l'esclavage. Mais j'insiste sur ce point, l'esclavage est un fait.
et vouloir le hiérarchiser comporte des dangers très importants. Bien évidemment, l'esclavage du côté du monde islamique a pris des formes diverses, bien plus que du côté occidental, mais cela ne veut pas dire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, très loin de là. Donc il est primordial d'en parler avec le maximum de sérieux possible, et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous dans ces prochaines vidéos. Et tout d'abord, on va démarrer par une question un peu bête peut-être, mais nécessaire. Qu'est-ce qu'un esclave ? Un esclave est une personne libre qui a été réduite en esclavage à l'état de dépendance par d'autres personnes et qui possède un maître. L'esclavage est donc avant tout perçu comme un objet, une force de travail, que l'on peut employer comme on le désire et que l'on peut acheter et vendre comme un produit lambda. Par contre, on verra que dans la religion musulmane, les esclaves ne sont pas considérés entièrement comme des objets, mais aussi comme des personnes humaines disposant ainsi normalement de droits fondamentaux. Troisième élément, l'esclave est très souvent déraciné géographiquement puisqu'il est emmené dans une région éloignée de plusieurs milliers de kilomètres de son foyer d'origine, partant par exemple du Mali pour rejoindre l'Égypte. Enfin, quatrième élément, l'esclavage est genré, puisque les hommes et les femmes ne sont pas utilisés de la même manière. Ensuite, deuxième question, qui sont ces esclaves et à quelles ethnies appartiennent-ils ? Eh bien, ils ont d'abord été majoritairement des esclaves blancs, originaires de l'Europe de l'Est et notamment des Balkans. D'ailleurs, c'est pour cela que l'origine du mot esclave vient du terme slave, mais ça, je pense que vous le savez déjà. Seulement, rapidement, surtout pour les traites orientales, ce sont les esclaves noirs en provenance d'Afrique qui vont être majoritairement victimes de l'esclavage. A cela, il faudrait quand même préciser que l'esclavage a aussi grandement touché les populations européennes au cours de ce que certains ont appelé l'époque ou les siècles barbaresques. Il s'agit d'une période d'environ 2 siècles, courant du XVIe au XVIIIe siècle, au cours de laquelle des pirates et des corsaires d'Afrique du Nord ont rasé les rivages européens et auraient capturé peut-être plus d'1 million de personnes. C'est un chiffre qui est assez important. Et pourtant, de manière assez étrange, j'ai trouvé très peu de choses sur le sujet dans les livres consacrés à l'esclavage dans le monde islamique. Alors bien sûr, c'est un sujet qui est vaste et essentiel à aborder, et donc on en reparlera dans une prochaine vidéo. Et comme je vous le disais, cette pratique de l'esclavage a touché quasiment toutes les civilisations. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé du côté de l'Orient et plus précisément du monde islamique. Donc, je vous propose qu'on parte maintenant en direction de l'Arabie, terre de naissance de l'islam. Si l'on tourne notre regard vers l'Arabie, à une époque précédant la venue de l'islam, c'est-à-dire avant le 7e siècle, on se rend compte que l'esclavage était largement présent, à tel point qu'il était inscrit dans les traditions locales et qu'il faisait partie de la vie quotidienne. Parmi les populations qui le pratiquaient, on retrouve logiquement les groupes de marchands aisés, dont les Quraysh de la Mecque, tribu à laquelle appartenait le futur prophète de l'islam, Muhammad. C'est donc dans ce contexte que l'islam est historiquement arrivé, puisque ce serait au début des années 610 que le prophète Muhammad aurait commencé à prêcher la foi musulmane. Très rapidement, l'islam va alors se répandre, devenir une force et même un état politico-religieux très important, et connaître une expansion assez fulgurante, puisqu'en à peu près un siècle, les arabo-musulmans dominent politiquement et militairement un empire allant de la péninsule ibérique jusqu'en Inde. Mais autant vous le dire tout de suite, l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Parce que c'est vrai que c'est une question qui revient parfois chez les musulmans. Pourquoi l'islam, si l'on part de l'idée qu'il est censé prôner des valeurs humaines, a-t-il pu cautionner cette pratique qui, à nos yeux, au XXIe siècle, apparaît comme un véritable crime contre l'humanité ? Je répondrai, comme souvent, que pour toute analyse historique, le contexte est primordial. Et du point de vue de l'historien, l'islam est une religion du 7e siècle, s'inscrivant donc dans un contexte précis, une société précise, celle de l'Arabie et plus particulièrement de la Mecque. Or, à cette époque-là, l'esclavage était considéré comme quelque chose de normal et même essentiel, et donc l'idée d'une abolition complète n'avait pas sa place dans les mentalités, et même tout simplement elle aurait bouleversé la société et créé des réactions sans aucun doute très hostiles. Pour autant, si l'on s'attache uniquement aux textes religieux, principalement le Coran et la tradition prophétique, le récit des actes et des paroles du prophète Muhammad, je le répète assez souvent, je pense que vous en avez maintenant l'habitude, l'islam apporte une certaine nouveauté en tentant d'encadrer la pratique de l'esclavage.
Du côté du Coran, l'esclavage est très peu évoqué. Toutefois, 16 versets exhortent les croyants à affranchir leurs esclaves, autrement dit à leur redonner leur liberté, un acte considéré comme une action pieuse et louable. Aussi, les textes religieux insistent sur l'importance pour les maîtres de traiter décemment leurs esclaves et sur le fait qu'aucun crime ne peut conduire à la condamnation à l'esclavage d'un homme libre, sans compter également que la mise en esclavage est codifiée. Elle n'est censée concerner que les prisonniers capturés au cours des guerres légitimes, menées dans le cadre du djihad, conduits contre des populations polythéistes, excluant de fait les juifs, les chrétiens et bien entendu les musulmans. Ces mêmes incitations relatives aux relations entre maîtres et esclaves se retrouvent avec encore plus de force en la personne du prophète Muhammad, telle qu'elle nous est présentée par la tradition musulmane. Selon celle-ci, le prophète de l'islam aurait incité les croyants à traiter humainement leurs esclaves et si possible à les affranchir, comme lui-même l'a fait de son vivant. C'est aussi le cas par exemple du premier muezzin, Bilal ibn Rabah, un esclave noir affranchi par l'un des plus proches compagnons de Muhammad, Abu Bakr. Cette libération peut aussi provenir de l'esclave lui-même qui va racheter sa liberté grâce à un contrat passé avec le maître qu'on appelle le mukataba. Mais le problème, c'était que cette décision reposait sur un accord entre maître et esclave. Aussi, il faut savoir que les enfants conçus par un musulman et une concubine esclave possédaient le même statut que le maître, c'est-à-dire qu'ils étaient libres. Alors sur le papier, ça peut sembler très positif, mais dans les faits, cela incite aussi à rechercher de nouveaux esclaves et donc à amplifier le phénomène. Et puis, d'autres éléments vont aussi y contribuer, comme l'affranchissement, mais aussi la mortalité assez importante de certains esclaves. Donc, si on devait résumer les choses, l'islam tente d'encadrer l'esclavage en quelque sorte en l'humanisant. Mais le problème, eh bien, c'est que cela ne va pas sans effet pervers, car en voulant poser des règles à cette pratique, l'islam légitime pleinement l'esclavage. Et c'est pour cette raison que jusqu'au XXe siècle, et même sous certains aspects jusqu'à aujourd'hui, cette question de l'esclavage en islam, et notamment de sa légalité, peut poser problème. Enfin, j'ajouterai à cela un point extrêmement important, parce que là on a parlé de la règle globale, celle développée par les principaux textes religieux. Mais comme j'aime à le rappeler assez souvent, vous commencez à me connaître, ne pensez pas que la règle équivaut à la pratique. Autrement dit, ce n'est pas parce que la règle dit une chose que tous les musulmans vont la respecter à la lettre. Ce n'est pas parce que le prophète insiste sur le bienfait d'affranchir ses esclaves que tous les musulmans vont affranchir leurs esclaves. Ce n'est pas parce que l'islam dit qu'il faut traiter décemment les esclaves que tous les musulmans vont traiter humainement leurs esclaves. Parce que l'histoire s'intéresse aux textes, aux sources religieuses, dans le but de mieux comprendre les hommes et leurs actions concrètes au-delà de toute dimension idéologique. Ainsi, une fois qu'on a posé les bases doctrinales, qu'on a vu comment l'islam considérait l'esclavage, je vous propose d'entrer dans le cœur du sujet et de voir comment l'esclavage s'est développé dans le monde islamique durant les périodes médiévales et modernes. Comme on l'a expliqué, dès le début du 8e siècle, les arabo-musulmans contrôlent un vaste empire, à cheval sur 3 continents, l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'immensité d'un tel territoire suppose des besoins colossaux de main-d'œuvre pour maintenir le bon fonctionnement de la société et surtout de l'économie. Ainsi, l'esclavage continue d'être nécessaire et plus encore, continue de se développer, donnant naissance à une véritable organisation aux multiples rouages. Officiellement, le premier acte de cet esclavage est le traité qu'auraient conclu les dirigeants musulmans d'Égypte avec les rois de la Nubie chrétienne pour mettre fin à un conflit guerrier. Alors selon celui-ci, en 652, les musulmans auraient promis de fournir aux Nubiens des biens de première nécessité, à condition que ces derniers leur livrent plus de 400 esclaves chaque année. Bien évidemment, à cette date, la pratique de l'esclavage n'est pas encore massive, mais plus les siècles avancent et plus celle-ci s'organise, mettant en scène davantage d'intermédiaires et voyant émerger de véritables routes destinées à approvisionner le monde islamique en esclaves. Parmi ces itinéraires, la première voie d'acheminement se fait par le biais de l'Occident, des pouvoirs européens et des marchands juifs. Il s'agit donc avant tout des populations serviles blanches, ceux que l'on appelle alors les Slaves, et qui transitaient par la Volga, dont le réseau était contrôlé par les Byzantins et les pouvoirs situés plus au nord. Il y avait aussi un autre trafic conduit par Venise, liant l'Italie et le monde islamique, un commerce si important qu'au 9e siècle, l'Empire byzantin en a formellement interdit la pratique. Mais là où le trafic d'esclaves va prendre toute son ampleur, c'est bien entendu en Afrique.
Ce commerce d'esclaves en Afrique est bien antérieur à l'islam puisqu'on en retrouve des traces remontant au 2e millénaire avant notre ère et au 5e siècle avant notre ère chez l'historien grec Hérodote. Cependant, c'est bien avec l'expansion de l'Empire islamique que cette pratique se systématisa et gagna en intensité. Avec la conquête de l'Afrique du Nord dans la seconde moitié du 7e siècle, les arabo-musulmans ont été en contact direct avec les populations du Sahara, principalement berbères et touaregs. Et il ne faut pas oublier qu'avant que l'esclavage touche prioritairement les peuples noirs, ce sont d'abord les populations berbères qui en ont été victimes de la part des arabo-musulmans. Ce n'est que dans un second temps que ces peuples se sont alliés aux conquérants arabes et leur ont servi d'intermédiaires dans le cadre du trafic d'esclaves. Ces derniers sont acquis par le biais de raids menés à l'intérieur des terres africaines et de plus en plus loin, et par le biais du commerce avec les pouvoirs africains. Ainsi, on s'éloigne largement du principe islamique qui voudrait que les esclaves soient obtenus dans un cadre strict, celui du djihad. Au Moyen-Âge, 3 routes principales vont se développer en prenant leur source dans le nord-ouest de l'Afrique subsaharienne. La première, partant de l'actuel Mali en direction du Maroc et passant par différentes villes intermédiaires, notamment Zemmour et Sigil Massa. Une deuxième route plongeait ses racines dans la même région, associant Mali et Niger, et remontait vers le nord en passant par le Fezzan avant de se diviser en 2 voies distinctes, l'une menant vers le Maghreb central et notamment la ville de Tunis, et l'autre partant vers l'est pour desservir la Libye et avec elle l'Égypte. Et enfin, la troisième route transitée par l'Afrique orientale, remontant ensuite vers l'Égypte ou traversant la mer Rouge pour rejoindre directement l'Arabie et les grands centres du Moyen-Orient. Tout ce système est aussi rendu possible par une participation active des pouvoirs africains eux-mêmes, dont une grande partie ont été convertis à l'islam. C'est le cas du royaume de Ghana entre le XIe et le XIIe siècle, dont les habitants les plus riches, si l'on en croit El-Bekri, un géographe du XIe siècle, possédaient de grandes richesses et des esclaves si nombreux que l'un d'eux pouvait posséder 1000 serviteurs ou plus. Alors au-delà de l'anecdote, le Ghana tirait bien ses richesses de l'esclavage et des mines d'or, localisées principalement au bambouk et au bourré. C'est également par l'abondance de ce matériau rarissime qu'est connu le second pouvoir et successeur du Ghana, le royaume du Mali. Connaissant son véritable essor entre le XIIIe et le XIVe siècle, le Mali est surtout connu à travers la figure d'un de ses célèbres souverains, Mensa Moussa, dont on dit qu'il était l'homme le plus riche du monde et possédait des dizaines de milliers d'esclaves. Après le Mali, on peut citer ensuite l'empire Songhai de Gao, entre le XVe et le XVIe siècle, jouissant lui aussi très largement du commerce des esclaves, et dont l'organisation nous est esquissée à travers le récit du célèbre voyageur du XVIe siècle, Léon l'Africain. De nombreux Noirs viennent à Gao avec une grande quantité d'or, afin d'acheter les objets importés du pays des Berbères et d'Europe. Il existe un certain endroit où un nombre interminable d'esclaves, hommes et femmes, sont à vendre les jours de marché. Une jeune fille de 15 ans coûte environ 6 ducats, un jeune homme de même, et les petits-enfants à peu près la moitié. Et parmi ces populations réduites en esclavage, figurez-vous qu'on va même trouver des musulmans. C'est le cas par exemple en 1591, lorsque les Marocains attaquèrent le Songhai et firent de nombreux esclaves au sein de sa population. Parmi les personnes arrêtées, il y a un certain Ahmad Baba, un grand savant musulman du Songhai, et qui fut exilé à Fès jusqu'en 1608. Voyant de ses propres yeux des musulmans asservir d'autres musulmans, Ahmad Baba s'est adressé directement au sultan du Maroc et a écrit sur le sujet pour que les pratiques évoluent. À travers ses écrits, il affirme que la loi interdit d'acheter des esclaves, qu'ils soient juifs, chrétiens et, encore pire bien sûr, musulmans. Et ceci parce qu'il n'y a normalement qu'une seule et unique manière d'obtenir des esclaves, c'est la guerre juste, le djihad, menée contre des populations polythéistes. Une guerre donc qui est rigoureusement encadrée. Et puis, il faut aussi préciser que ce phénomène d'asservissement de musulmans, qui au passage a vraiment duré pendant des siècles, avait été défendu par certains esclavagistes qui affirmaient, et c'était peut-être au moins en partie vrai, que ces populations avaient des pratiques qui pouvaient différer de l'orthodoxie musulmane. Reste que ces opérations de razzia, menées dans le seul but de faire des esclaves et de profiter d'un trafic juteux, étaient contraires à l'islam, et pourtant, elles étaient conduites par des musulmans. Mais l'esclavage ne va pas uniquement concerner l'Afrique et le bassin méditerranéen. L'empire islamique se situant au centre du monde et s'étendant jusqu'en Inde, le commerce d'esclaves va aussi très fortement se développer à l'est à travers l'océan Indien. Il ne s'agit pas d'un phénomène inédit puisque des échanges commerciaux avaient déjà lieu dans cette zone durant le premier millénaire avant notre ère et notamment à l'époque de l'empire sassanide.
Ainsi, l'Afrique orientale et son vaste réservoir d'esclaves étaient directement connectés aux côtes de l'Arabie, de l'Irak ou encore de l'Inde, où se trouvait au XIVe siècle le sultanat de Delhi. Et figurez-vous que ces esclaves auraient même pu être acheminés encore plus loin, en direction de l'Asie du Sud-Est, voire même de la Chine. Donc, on voit bien qu'avec l'extension de l'Empire islamique, le trafic des esclaves est devenu un véritable système. Il possède différents rouages, différents intermédiaires, et a connecté une grande partie du monde connu de l'époque, en mettant en relation l'Afrique dans sa quasi-totalité, le Moyen-Orient avec ses grandes villes, comme par exemple le Caire ou Bagdad, et enfin l'Asie. Mais maintenant, on va se poser la fameuse question, est-ce que cet esclavage était un esclavage doux? Autrement dit, est-ce qu'il se limitait quasi uniquement aux seules fonctions domestiques? Et est-ce que finalement, les esclaves étaient plutôt bien traités et n'avaient pas à travailler dans de mauvaises conditions? Pour aborder ce sujet, eh bien, on va d'abord faire une petite liste des différents rôles que pouvaient remplir les esclaves. Tout d'abord, il est vrai que l'originalité de la traite orientale par rapport à la traite occidentale était qu'un grand nombre d'esclaves étaient utilisés dans le cadre domestique au sein du foyer familial. Et d'ailleurs, les historiens pensent que les femmes composaient la majorité des esclaves. Ici, on peut par exemple citer le témoignage du grand voyageur du XIVe siècle Ibn Battuta, qui nous dit que lors de son voyage entre Takeda à l'ouest du Soudan et la ville de Fès, il rencontra une caravane constituée de 600 esclaves. Et toutes ces esclaves étaient des femmes. Parmi ces femmes, certaines vont remplir des tâches purement domestiques. Par exemple, on sait qu'en Afrique du Nord, elles avaient la réputation d'être d'excellentes cuisinières, ce qui n'empêche pas qu'elles restent des semi-objets et qu'elles pouvaient être vendues ou offertes lors de diverses occasions. Deuxième rôle maintenant, et non des moindres, puisque c'est le plus connu, celui de concubine. Cette fonction sexuelle attachée aux esclaves n'est là aussi pas nouvelle, mais elle semble avoir été assez répandue dans le monde islamique. Globalement, il existait une certaine hiérarchisation de préférences, en commençant par le premier critère, la couleur de la peau. En effet, parmi les esclaves, ce furent avant tout les femmes blanches, originaires de Circassie, de Géorgie ou encore du Caucase, dont on louait l'extrême beauté. Ainsi, l'image de la concubine qui nous vient automatiquement à l'esprit est celle du harem ottoman, très souvent dépeinte comme une femme à la blancheur impeccable. Mais les femmes blanches ne sont pas pour autant les seules recherchées, puisque les Nubiennes et les Abyssiniennes étaient également considérées comme des personnes d'une extrême beauté. Bon, vous me direz, tout ça c'est bien mon petit Romain, mais ce qu'on veut savoir c'est surtout la manière dont elles étaient traitées par leur maître. Et à cette question, eh bien, je n'aurai pas vraiment de réponse, faute de témoignages concrets, surtout pour les périodes qui nous intéressent. Cependant, on peut quand même dire, sans trop se tromper, que parler d'esclavage doux, en sachant que ces femmes ont été enlevées de force de leur région d'origine, d'Afrique ou d'Europe de l'Est, pour être emmenées souvent à des milliers de kilomètres, tout en étant placées sous la stricte dépendance d'un maître, ça n'apparaît pas comme quelque chose de très doux. Même s'il y avait sans doute une grande diversité de situations, et ça il faut le rappeler, et que certaines femmes pouvaient appartenir pleinement à la famille et même posséder une certaine influence. Mais là où je veux en venir, c'est au travail des hommes. Alors certains d'entre eux étaient utilisés dans le cadre domestique, c'est le cas par exemple de jeunes esclaves qu'on plaçait dans les familles princières pour servir en quelque sorte d'amis fidèles ou de confidents aux enfants, aux héritiers, et bien sûr d'autres avaient un rôle beaucoup plus connu et répandu, celui d'eunuque. Cette fonction d'eunuque, désignant des hommes castrés, n'est là aussi absolument pas exclusif au monde islamique, puisqu'elle était déjà présente durant l'Antiquité, chez les Perses, les Grecs, les Romains et même jusqu'en Chine. Et pour ce qui est du monde oriental, l'image que l'on a souvent de l'eunuque est celui de gardiens fidèles veillant scrupuleusement sur une foule de concubines. En réalité, leur rôle est bien plus complexe et diversifié, pouvant servir par exemple de garde, comme c'est le cas pour le sanctuaire de la Mecque, d'enseignants, d'éducateurs, de messagers ou encore de confidents princiers. Sans compter que l'on pouvait à la fois trouver des eunuques à la peau noire et d'autres à la peau blanche. Enfin, sachez qu'au fil de l'histoire, certains eunuques ont acquis des pouvoirs impressionnants, à la fois politiques et économiques, et qu'ils étaient des alliés très importants pour les souverains. Mais l'esclavage dans le monde islamique n'est pas uniquement domestique, très loin de là. D'abord, les esclaves pouvaient servir dans l'armée. Ils étaient très appréciés par les souverains car ça leur permettait de disposer d'une force assez considérable et surtout très fidèle.
On retrouve cette pratique du côté d'un nombre important de dynasties, d'abord chez les Abbassides, où rapidement, dès les 9e, 10e siècles, les troupes furent majoritairement composées d'esclaves de diverses origines. On compte majoritairement des Turcs ou des Slaves, plus connus sous le nom désormais célèbre de Memlouk, mais également des Perses et des Africains. Suivant les Abbassides, ce sont diverses dynasties qui vont utiliser des esclaves en tant que force militaire, comme les Toulounides, puis les Fatimides en Égypte, ou encore les Almohades du côté de l'Afrique du Nord. Et il faut savoir que cette coutume s'est poursuivie au moins jusqu'au 19e siècle. Ensuite, après la fonction guerrière, les esclaves étaient aussi largement utilisés dans les travaux agricoles pour collecter des matériaux rares, et finalement pour une diversité de tâches. D'abord, sur le plan agricole, les esclaves étaient employés pour accomplir des travaux très difficiles. L'exemple le plus concret et surtout le plus connu est celui des Zenj, c'est-à-dire des populations issues de l'Afrique orientale, que l'on avait ramenées au 9e siècle jusqu'en Irak, près de la ville de Bassora, pour travailler dans l'agriculture. Pour être plus précis, leur rôle était de réhabiliter des zones marécageuses pour les mettre en culture. Et autant vous dire qu'il s'agissait d'un travail extrêmement compliqué et surtout très dangereux pour la santé. D'ailleurs, si les Zenj sont aujourd'hui aussi connus, c'est parce qu'ils se sont révoltés collectivement contre le pouvoir central, en l'occurrence ici les Abbassides, entre 869 et 883. Et puis, d'un point de vue plus général, les esclaves seront bien souvent utilisés dans l'agriculture, travaillant par exemple au Maroc au XVIe siècle, dans les plantations de canne à sucre. Mais cet emploi dans les exploitations agricoles va surtout connaître un apogée au XIXe siècle, notamment avec le sultanat d'Oman et la culture du clou de girofle, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Au-delà de la sphère agricole, les esclaves seront aussi employés dans les mines de cuivre et d'or en Afrique, dans la production de sel ou encore dans la pêche à la perle du côté de la mer Rouge. Enfin, ils peuvent aussi servir en tant que porteurs dans les caravanes ou de marins sur les navires qui transitaient par l'océan Indien. Donc déjà, d'un, l'esclavage n'a pas été uniquement domestique, et de deux, on ne peut pas dire non plus qu'il ait été super doux. Et ce, d'autant plus qu'on ne s'est pas encore intéressé à une autre question. Au-delà du travail en lui-même, quels risques couraient les esclaves? Quels étaient les dangers du voyage qu'ils devaient accomplir sur plusieurs milliers de kilomètres? Et quels étaient les risques associés à certaines opérations? Et là, je pense principalement aux eunuques. Pour le premier point, il faut quand même avouer qu'il est assez difficile de répondre puisqu'on n'a pas vraiment de témoignages concrets pour cette période, la plupart d'entre eux étant le fait de voyageurs occidentaux datant seulement du 19e siècle. Par contre, les historiens expliquent que ces longs trajets n'étaient absolument pas sans danger, ce qui est au passage assez évident, puisqu'ils s'effectuaient bien souvent sur une distance extrêmement grande. Par exemple, on pouvait partir du Mali et rejoindre l'Égypte, ce qui représente plus de 5000 km à parcourir. Il fallait traverser des déserts, notamment le Sahara, faire face au rationnement, voire au manque d'eau et de nourriture, et on n'était pas à l'abri non plus d'une attaque. Et puis enfin, le climat pouvait aussi grandement affaiblir l'organisme des esclaves, car dans le désert, il fait extrêmement chaud le jour, mais aussi très froid la nuit. Alors, bien sûr, ne pensez pas qu'on larguait tout le monde comme ça au hasard. Bien sûr, tout était organisé. Il y avait de véritables réseaux qui fonctionnaient ensemble, des routes qui étaient établies avec des points d'eau, des oasis, des villes ou en tout cas des bâtiments dans lesquels on pouvait se reposer. Néanmoins, il est évident que ces trajets devaient occasionner des pertes chez les esclaves, certains historiens avançant un taux de mortalité d'environ 20%. Mais encore une fois, s'il est déjà très compliqué d'établir le nombre total d'esclaves, il est encore plus difficile de déterminer le danger que pouvait représenter le commerce transsaharien. On peut aussi mener une réflexion assez similaire du côté de la mer Rouge et de l'océan Indien, où les esclaves étaient embarqués dans des navires qu'on appelle des boutres pour rejoindre les villes d'Arabie, d'Irak ou d'Inde. Donc on passe maintenant à la deuxième question, quels étaient les risques encourus par les eunuques? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que pour qu'un homme devienne un eunuque, il faut lui enlever les testicules, c'est ce qu'on appelle l'ablation partielle, et plus rarement on lui enlève la totalité du pénis. Alors oui, je sais, pour les hommes qui m'écoutent, même pour moi, rien que le fait d'imaginer l'opération nous donne une certaine sensation pas vraiment agréable. Mais bon, c'est très important d'en parler. Donc, abordons le sujet des eunuques. Alors, ce qu'il faut savoir pour commencer, c'est que les musulmans ne pouvaient pas pratiquer eux-mêmes l'opération. Ils ont donc dû la déléguer à d'autres populations, principalement en Europe, avec un usage notamment dans l'Empire byzantin, puis en Afrique subsaharienne.
Parce que même si l'on possédait quelques connaissances médicales, l'ablation des parties génitales n'est pas anodine et elle comporte pas mal de dangers, notamment celui de l'infection. Sans compter que même après l'opération, les esclaves étaient très certainement fatigués et qu'ils devaient encore pourtant parcourir des centaines, voire même des milliers de kilomètres avant d'atteindre leur destination finale. Ainsi, je pense qu'il est quand même assez clair que l'esclavage dans le monde islamique ne peut pas être réduit à sa dimension domestique, et encore moins à un esclavage qui pourrait être qualifié de doux. Alors ce qui est juste important de comprendre, c'est qu'il est bien plus diversifié que du côté occidental, avec des statuts et des rôles très différents, mais qu'il faut les prendre et les analyser dans leur globalité, et ne pas généraliser en s'attachant à une forme unique d'esclavage. Enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous, mais qu'on va résumer parce qu'on en a déjà parlé dans une vidéo précédente, c'est la question du regard qu'ont porté au moins une partie des populations de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient sur les populations noires. Autrement dit, il existait un racisme, ou plutôt je préfère largement un proto-racisme ou une essentialisation, dirigée contre les populations noires. Alors, qu'est-ce que j'entends par essentialisation ? C'est le fait que des caractéristiques physiques, ici la couleur de la peau noire, vont découler des caractéristiques morales, comportementales, et même une fonction particulière, ici être esclave. Parce que les populations noires étaient méprisées par au moins une partie des habitants du monde islamique, qui les considéraient comme des hommes de moindre valeur, incapables d'avoir un caractère raisonné, finalement un petit peu à l'image d'un enfant, voire même on les comparait parfois à des animaux. Et là, je peux prendre quelques citations, la plus connue, celle d'Ibn Khaldoun, qui nous dit la chose suivante: « Les seuls peuples à accepter l'esclavage sont les nègres, en raison d'un degré inférieur d'humanité, leur place étant plus proche du stade animal. » On pourrait encore citer Nasir ed-Din Toussi, qui est un auteur du XIIIe siècle, et qui nous dit la chose suivante. « Les Zenj, autrement dit les Noirs, diffèrent seulement des animaux en ce que leurs deux mains sont levées au-dessus du sol. Beaucoup ont remarqué qu'un singe apprend plus facilement qu'un zinj et qu'il est aussi beaucoup plus intelligent. » Alors, c'est évident que quand on entend ces propos, on pense immédiatement à un racisme pur et dur. Mais attention, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, et je vous invite encore une fois à aller la visionner, on est au XIIIe, XIVe siècle, voire parfois à des époques plus anciennes, et ces paroles doivent être remises dans leur contexte. Alors je ne dis pas que celui-ci pourrait expliquer totalement ces paroles et surtout les nier, mais il y a des éléments à prendre en compte, et notamment le fait que ce regard porté sur les populations noires est influencé par la façon dont ces auteurs et les personnes de cette époque percevaient et expliquaient le monde qui les entourait. Une perception qui en plus était en majeure partie l'héritage des savants grecs comme Hippocrate, Aristote ou encore Galien. À cela va en plus s'ajouter des éléments religieux qui vont insister sur le fait que le noir est naturellement voué à être un esclave. C'est le cas avec la malédiction de Cham. Il s'agit d'une histoire qui n'a pas de fondement islamique, puisqu'elle se retrouve surtout dans le judaïsme et le christianisme, et plus précisément dans le récit de la Genèse, mais elle s'est diffusée et a connu certains développements dans le monde musulman. Cette histoire raconte comment le petit-fils de Noé, ainsi que toute sa descendance, a été condamné à devenir esclave, et dans certaines versions à avoir la peau noire. Mais il faut bien rappeler que malgré sa popularité, cette histoire a été rejetée par au moins une partie des musulmans. Et puis enfin, on va même aller jusqu'à inventer des traditions prophétiques pour dénigrer les populations noires, comme ce hadith qui fait dire au prophète, je cite, « Quand l'Éthiopien a faim, il vole, et lorsqu'il est repu, il fornique. » Alors même si bien sûr ce sont de faux hadiths, des traditions inventées, cela montre qu'il existait un regard péjoratif, rabaissant, vis-à-vis des personnes noires dans au moins une partie de la population. Et encore une fois, si vous voulez un peu plus de détails sur le sujet, vous pouvez visionner ma précédente vidéo, et je pense de toute façon que le sujet du racisme méritera une vidéo supplémentaire bien plus approfondie. Donc, pour faire un bilan de la vidéo d'aujourd'hui, l'esclavage oriental, ou du côté du monde islamique, n'a pas été exclusivement domestique, puisqu'on trouve des esclaves soldats, des personnes qui travaillaient dans les mines, sur des navires, et surtout dans le domaine agricole. On ne peut pas non plus parler d'esclavage doux, car au minimum ce serait une totale généralisation, et qu'il faut tenir compte de différents éléments. D'un, la diversité des formes qu'a pris cet esclavage, et de 2, les dangers inhérents au trajet effectué par les esclaves, et de 3, les risques associés à la fonction des esclaves, que ce soit l'opération des eunuques ou le travail réalisé dans le domaine agricole,
comme on l'a vu avec les Zenj, et comme on le verra de manière encore plus forte au 19e siècle. Enfin, concernant les chiffres, vous l'aurez compris, ils sont très approximatifs, surtout pour cette période allant du 7e jusqu'au 17e siècle. Alors selon Ralph Hostein, la traite aurait concerné plus de 7 millions d'esclaves, environ 5 millions pour le trafic transsaharien et 2 millions du côté de la mer Rouge. Mais là où l'esclavage va réellement prendre son essor et connaître son apogée, c'est au 19e siècle avec notamment le sultanat d'Oman et l'archipel de Zanzibar. Tout ça pour dire qu'il s'agit bien sûr d'un petit teasing et qu'on étudiera cette période du 19e-20e siècle dans la prochaine vidéo, une période au cours de laquelle l'esclavage a battu des records, mais aussi au cours de laquelle il va être peu à peu aboli dans la totalité du monde islamique. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, mais avant de finir, j'ai une petite annonce à vous faire, surtout pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, qui viennent tout juste d'arriver, mais aussi pour ceux qui sont déjà là depuis un petit bout de temps. Si vous voulez en savoir plus sur l'islam, vous pouvez avoir accès à mes contenus supplémentaires que je crée en parallèle de YouTube en cliquant sur le premier lien dans la description. Vous aurez accès à tous les contenus, en tout cas vous pourrez sélectionner les contenus qui vous intéressent. Et ensuite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la liker, vous connaissez tout le petit stratagème, les petites habitudes à prendre. Vous pouvez aussi laisser un commentaire, ça c'est hyper important pour moi, pour savoir si cette vidéo vous a plu, pour me poser des questions aussi, c'est très important, c'est un sujet, l'esclavage, qui est hyper important, je pense que vous l'aurez compris, essentiel, on en parle très peu, notamment pour le côté de la traite orientale, de la traite islamique. Et donc posez-moi vos questions, mettez-moi, faites-moi part de vos commentaires, parce que ça m'aide aussi, ça me motive à créer ces vidéos. L'interaction, c'est aussi pour ça que je fais ça, je transmets ce que je peux lire dans les livres, aussi simplement ce que j'ai dans ma petite tête, parce qu'il y a quand même des choses dans ma petite tête avant de lire des livres. Donc laissez-moi vos commentaires, je les lirai avec grand plaisir, et je vous répondrai dès que je pourrai. Et puis, merci aux tipeurs, voilà, l'habitude aussi, merci les tipeurs, ceux qui soutiennent financièrement la chaîne, et grâce à qui je peux acheter des livres, je peux acheter du matériel en plus, et ça c'est vraiment important, hein, ça paraît pas, 5 € par mois par personne, ça me permet de faire des choses vraiment essentielles au travail de la chaîne, et ça permettra, je l'espère, à la chaîne encore plus de grandir dans les mois, dans les années à venir, voilà. Donc merci à vous les tipeurs, vous pouvez me soutenir par Tipeee ou par Utip, c'est pareil, hein. Et sur ce, comme toujours, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.